Yohannes IV est né en 1837 dans la province éthiopienne du Tigré, une région connue pour ses montagnes escarpées et ses féroces guerriers. On lui donna le nom de naissance de Kassa Mersha, un nom qui allait bientôt devenir synonyme de bravoure et de leadership dans l'histoire de l'Éthiopie. Son père était Mersha Wolde Kidan, un noble respecté et gouverneur du district de Tambien, qui lui inculqua le sens du devoir. Sa mère était Wazero Silas Dimsou, une femme dévote qui se réclamait de la dynastie salomonienne, reliant ainsi son fils aux anciens rois. Yohannes IV reçut une éducation traditionnelle au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne, apprenant à lire et à écrire en langue gaise ancienne. Il fut un chrétien fervent dès sa jeunesse, passant des heures en prière et en contemplation dans les églises rupestres de sa patrie. En grandissant, Yohannes IV devint connu pour son habileté à cheval et sa capacité à manier une lance et un bouclier avec une précision mortelle. Il rejoignit l'armée de son oncle, Dejazmak Kassa, où il se distingua rapidement comme un guerrier intrépide et un chef capable. L'ère des princes était une période de grande instabilité, et Yohannes IV apprit très tôt que seuls les plus forts pouvaient survivre dans un monde aussi chaotique. Il gravit les échelons pour devenir un Dejazmak, un titre équivalent à un comte ou un général, et commença à bâtir sa propre base de pouvoir au Tigré. Yohannes IV était un rival de l'empereur Théodros II, qui cherchait à centraliser le pouvoir et à écraser la noblesse régionale. Lorsque l'expédition britannique en Abyssinie arriva en 1868 pour secourir des otages détenus par Théodros II, Yohannes IV y vit une opportunité. Il accepta de fournir aux Britanniques des provisions et un passage sûr à travers le Tigré en échange d'armes et de munitions modernes. Cette alliance permit à Yohannes IV d'acquérir des milliers de mousquets et de pièces d'artillerie, lui donnant un avantage significatif sur ses rivaux. Après la mort de Théodros II à Magdala, un vide de pouvoir émergea, et trois principaux prétendants se disputèrent le trône impérial. Vakshom Gobez de Lasta se déclara empereur Tekle Georgis II, mais Yohannes IV refusa de reconnaître sa revendication. Yohannes IV passa les 3 années suivantes à consolider son contrôle sur le Tigré et à entraîner son armée aux tactiques de guerre modernes. Il engagea un aventurier britannique, John Kirkham, pour servir de conseiller militaire et entraîner ses troupes à l'utilisation des armes à feu modernes. En 1871, Tekle Georgis II marcha sur le Tigré avec une armée massive, déterminée à écraser une fois pour toutes le rebelle Yohannes IV. Les deux armées se rencontrèrent à la bataille d'Adwa le 11 juillet 1871, où la puissance de feu et la stratégie supérieure de Yohannes IV prévalurent. Malgré leur infériorité numérique, les forces de Yohannes IV décimèrent l'ennemi grâce à leurs tirs de fusils précis et leur artillerie bien placée. Tekle Georgis II fut capturé et emprisonné, laissant Yohannes IV maître incontesté du nord de l'Éthiopie. Le 21 janvier 1872, Yohannes IV fut couronné empereur d'Éthiopie dans l'ancienne ville sainte d'Aksum. Il choisit le nom de règne Yohannes, signifiant sa dévotion à la foi et son désir de suivre les traces des rois bibliques. Son couronnement à Aksum fut significatif, car il ranima l'ancienne tradition de couronner les empereurs dans la capitale sacrée de l'empire, Aksumite. L'objectif principal de Yohannes IV était d'unifier l'empire fracturé et de défendre ses frontières contre les puissances coloniales envahissantes. Il faisait face à des menaces de toutes parts. Les Égyptiens au nord, les Italiens à l'est et les Mahdistes à l'ouest. Pour renforcer l'unité nationale, Yohannes IV promut l'Église orthodoxe éthiopienne comme seule religion d'État. Il convoqua le concile de Boru Meda en 1878 pour régler les différends théologiques et faire respecter la conformité religieuse. Le concile déclara la doctrine Tuaedo comme la seule vraie foi, et Yohannes IV ordonna aux musulmans et aux païens de se convertir. Cette politique de coercition religieuse suscita du ressentiment dans certaines provinces, mais Yohannes IV pensait qu'elle était nécessaire à la survie de la nation. Au nord, le khedive d'Égypte, Ismail Pacha, avait de grandes ambitions de créer un vaste empire africain incluant l'Éthiopie. Les forces égyptiennes occupèrent le port de Massawa et commencèrent à s'enfoncer à l'intérieur des terres, menaçant les hauts plateaux du Tigré et de l'Érythrée. Yohannes IV tenta de résoudre le conflit diplomatiquement, envoyant des lettres à la reine Victoria et à d'autres dirigeants européens. Lorsque la diplomatie échoua, Yohannes IV mobilisa son armée et marcha à la rencontre des envahisseurs égyptiens à la bataille de Gomdet en 1875. L'armée égyptienne, dirigée par des mercenaires européens, fut attirée dans un piège et anéantie par les forces de Yohannes IV. Yohannes IV captura des milliers de fusils Remington et de canons modernes, qu'il utilisa pour équiper son armée grandissante.
Non découragés par la défaite, les Égyptiens lancèrent une seconde invasion, plus importante, en 876, dans le but de venger leur perte à Gundé. Ioannas IV appela son peuple à défendre sa foi et sa patrie, déclarant une guerre sainte contre les envahisseurs. Les deux armées s'affrontèrent à la bataille de Gura, un engagement de 3 jours qui se solda par une victoire décisive pour l'Éthiopie. Le fils de Ioannas IV, Haïlé Sélassie, combattit bravement aux côtés de son père, prouvant sa valeur en tant que futur dirigeant. La victoire de Gura mit fin aux ambitions égyptiennes en Éthiopie et cimenta la réputation de Ioannas IV en tant que grand stratège militaire. Malgré ses victoires contre les ennemis extérieurs, Ioannas IV devait encore faire face à des rivaux internes, notamment le roi Ménélik de Coapa. Ménélik avait étendu son propre territoire et importait des armes, menaçant l'autorité de Ioannas IV. Ioannas IV marcha avec son armée sur Kowa en 1878, mais au lieu de combattre, les deux dirigeants acceptèrent de négocier un traité de paix. Le traité de Wadara reconnut Ménélik comme roi de Shoa et Ioannas IV comme empereur, établissant un fragile arrangement de partage du pouvoir. Pour sceller l'alliance, le fils de Ioannas IV, Haïlé Sélassie, fut marié à la fille de Ménélik, Editiwana. La menace interne temporairement neutralisée, Ioannas IV tourna son attention vers la présence italienne croissante en mer Rouge. Les Italiens avaient occupé le port de Massawa en 1885 avec l'approbation tacite des Britanniques, trahissant leur ancien allié. Ioannas IV fut furieux de cette trahison et écrivit une lettre cinglante à la reine Victoria, l'accusant de malhonnêteté pointée. Les Italiens commencèrent à s'étendre à l'intérieur des terres, construisant des forts et empiétant sur le territoire éthiopien dans les hauts plateaux. Ioannas IV ordonna à son général de confiance, Alula Andida, d'arrêter l'avance italienne et de défendre l'intégrité de l'Empire. Alula tendit une embuscade à une colonne italienne à la bataille de Dogali en 1887, anéantissant presque toute la force. La victoire de Dogali provoqua une onde de choc en Europe, car c'était la première fois qu'une armée européenne moderne était vaincue par des Africains. L'Italie jura vengeance et envoya une force expéditionnaire massive à Massawa, se préparant à une guerre totale contre Ioannas IV. Ioannas IV déplaça son armée principale vers le nord pour affronter la menace italienne, laissant sa frontière ouest vulnérable. Pendant ce temps, les mahdistes du Soudan, des fanatiques religieux, qui cherchaient à répandre leur version de l'islam, commencèrent à piller l'ouest de l'Éthiopie. Les mahdistes saccagèrent la ville de Gondar en 1888, brûlant ses anciennes églises et réduisant ses habitants en esclavage. Ioannas IV fut dévasté par la destruction de Gondar, une ville qui revêtait une grande signification religieuse et historique. Pris entre deux feux, Ioannas IV dut choisir quel ennemi affronter en premier, les Italiens ou les mahdistes. Il décida de s'occuper des mahdistes, car ils avaient profané les lieux saints d'Éthiopie et représentaient une menace spirituelle plus immédiate. Ioannas IV marcha avec son armée vers la ville frontalière de Metma, où l'armée mahdiste était campée. Le 9 mars 1889, la bataille de Metma commença, un engagement féroce qui déciderait du destin de l'Empire. Ioannas IV mena ses troupes depuis le front, s'exposant au feu ennemi en encourageant ses hommes à se battre. Les Éthiopiens étaient sur le point de la victoire, ayant percé les défenses mahdistes et mis le feu à leur camp. La tragédie frappa lorsque Ioannas IV, touché par une balle perdue dans la poitrine, le blessant mortellement. Il fut transporté sous sa tente, où il mourut le lendemain, entouré de ses généraux et conseillers en pleurs. La nouvelle de la mort de l'empereur provoqua la panique parmi les troupes éthiopiennes, qui rompirent les rangs et fuirent le champ de bataille. Les mahdistes capturèrent le corps de Ioannas IV et le décapitèrent, emportant sa tête à Omdurman comme trophée. Ce fut une fin tragique et macabre pour un monarque qui avait passé toute sa vie à défendre l'indépendance de son pays. La mort de Ioannas IV ouvrit la voie à Ménélik II pour monter sur le trône et déplacer le centre du pouvoir à Shoa. Malgré sa fin tragique, Ioannas IV est commémoré comme un martyr et un héros qui a donné sa vie pour sa foi et sa nation. Son héritage perdure dans le cœur du peuple éthiopien, en particulier dans sa province natale du Tigré. Ioannas IV était un homme de profonde contradiction, un guerrier qui cherchait la paix, un roi qui vivait comme un moine. C'était un leader visionnaire qui comprenait l'importance de moderniser l'armée tout en préservant les valeurs traditionnelles. Il construisit la ville de Mekele et en fit sa capitale, y érigeant un grand palais qui subsiste encore aujourd'hui. Ioannas IV était un mécène des arts, commandant de nombreux beaux manuscrits et peintures pour les églises qu'il construisait,
C'était aussi un homme de justice, connu pour son règne équitable, mais ferme, et son intolérance à la corruption. Son règne fut un pont entre les époques médiévales et modernes de l'histoire éthiopienne. Il jeta les bases de l'État unifié que Ménélik II allait plus tard étendre et consolider. La résistance de Johannes IV contre l'agression étrangère inspira les futures générations d'Éthiopiens à lutter pour leur liberté. Il prouva qu'une armée africaine pouvait vaincre une puissance européenne sur le champ de bataille, brisant le mythe de la suprématie blanche. Ses lettres aux monarques européens révèlent un homme de grande intelligence et d'habileté diplomatique, qui refusait d'être traité comme un inférieur. Johannes IV était un vrai patriote, qui aimait son pays plus que sa propre vie. Son sacrifice à Metma reste l'un des moments les plus poignants de l'histoire éthiopienne. Aujourd'hui, Johannes IV est honoré par des statues, des noms de rues et des aéroports à travers l'Éthiopie. Son histoire est racontée dans les écoles et les églises, garantissant que sa mémoire ne s'effacera jamais. Johannes IV, le roi des rois, le lion de Juda, le défenseur de la foi. C'était un homme qui se tenait droit quand les autres se prosternaient. Il était un rocher contre lequel les vagues de l'invasion se brisaient. Il était le feu qui tenait l'obscurité à distance. Il était l'épée de Dieu, brandie pour la protection de son peuple. Johannes IV reste une énigme pour beaucoup, une figure complexe qui défie toute catégorisation facile. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, il est simplement l'empereur qui a tout donné. Son esprit veille sur les montagnes du Tigré, gardant la terre qu'il aimait tant. Le vent qui souffle dans les vallées murmure son nom. Les rivières qui coulent des hauts plateaux portent sa mémoire jusqu'à la mer. Johannes IV vit dans l'âme de l'Éthiopie. Il est le gardien éternel du Nord. Puisse son héritage nous inspirer tous à être meilleurs, plus courageux et plus fidèles. Johannes IV, le roi martyr. Repose en paix, empereur Johannes IV. Ton sacrifice n'a pas été vain. L'Éthiopie est libre grâce à toi. Nous nous souvenons de toi. Nous t'honorons. Nous te remercions. Johannes IV. Pour toujours.